La nuit s'interrompt net près des Canaries à 4 heures. 57 camions s'immobilisent et sous des sacs d'aide humanitaire apparaît un arsenal complet, du fusil d'assaut jusqu'aux missiles antiaériens, comme si la preuve d'une guerre attendait déjà son heure. Alors qu'est-ce que cela change pour vous quand Ibrahim Traoré choisit d'exposer ses armes au grand jour plutôt que de les laisser dormir dans le secret des rapports classifiés? Derrière les chiffres, l'équilibre du Burkina Faso vacille. Ce qui suit ne se contente pas de relater une saisie spectaculaire. Il s'agit de comprendre pourquoi cet épisode engage directement la stabilité politique, sécuritaire et économique d'un pays déjà sous pression. L'intérêt pour le spectateur est simple, savoir reconnaître une crise avant qu'elle n'éclate. Derrière l'arrêt des camions, l'enquête révèle une mécanique plus vaste, faite de routes détournées, de financements opaques et de complicités silencieuses, bien au-delà d'une contrebande ordinaire. L'enjeu n'est pas abstrait. Se touche à la sécurité quotidienne, à la solidité des institutions et à la capacité de l'État à reprendre l'initiative face à des menaces qui se déplacent sans uniforme. Chaque élément mis au jour oblige à poser une question de fond. Si un dispositif de cette ampleur a pu être assemblé dans l'ombre, qu'est-ce que cela dit des fragilités existantes et surtout des marges de réaction possibles? Ce récit avance avec une règle: partir des faits, puis mesurer ce qu'ils changent réellement. En moins de 48 heures, un chiffre renverse la lecture du dossier, près de 700 millions de dollars. Ce montant ne décrit pas seulement une cargaison, il décrit une architecture trop lourde pour un simple réseau opportuniste. À partir de là, l'affaire cesse d'être une saisie spectaculaire et devient la preuve d'un projet structuré, pensé pour durer. L'interception près des Canaries agit comme une coupe transversale. On voit le convoi, mais derrière, on devine déjà le système qui l'a produit. Les enquêteurs commencent par l'évidence matérielle, l'arsenal dissimulé sous l'aide humanitaire, puis remontent la chaîne. Les routes empruntées, les chauffeurs, les documents de transport, tout est comparé à d'autres flux suspects observés auparavant. Très vite, une cohérence apparaît. L'opération ne ressemble pas à une fuite improvisée, mais à un itinéraire répété, calibré pour franchir des contrôles et effacer les traces. Peu à peu, deux évidences se dessinent. D'abord, des numéros de série partiels retrouvés sur plusieurs armes renvoient à des zones de conflit actives, de la Libye au Yémen, en passant par des circuits industriels d'Europe de l'Est. Ensuite, la valeur cumulée du matériel dépasse largement ce qu'un groupe local pourrait financer sans relais extérieurs. Mis côte à côte, ces éléments obligent à changer d'échelle. La cargaison stoppée ressemble moins à une fin qu'à une étape dans un calendrier plus vaste. C'est précisément à ce moment-là qu'Ibrahim Traoré intervient dans la narration publique. En convoquant le Conseil national de sécurité et en assumant la diffusion des chiffres clés, il transforme un dossier technique en enjeu national. Là, la transparence devient un levier. Elle fixe le cadre du débat, empêche d'autres récits de s'imposer et signale que l'État refuse de traiter l'affaire comme une rumeur. Mais cette décision ouvre aussi une attente immédiate, presque inévitable. Si l'on voit la partie visible jusqu'où remontent les complicités et quels intérêts auraient profité d'un chaos programmé, au cœur de cette mécanique, un nom sert de fil conducteur: le capitaine Moussa Kaboré. Lors d'une patrouille nocturne près des Canaries, il remarque un convoi anormal avançant phares éteints, comme s'il cherchait à franchir un seuil sans laisser de traces. Le détail paraît banal, mais il déclenche l'alerte qui empêche l'affaire de se dissoudre dans le bruit habituel des trafics. C'est là que le récit devient lisible. Une chaîne d'événements gigantesques peut commencer par une seconde d'attention au bon endroit. Dans les premières heures, tout se joue à bas niveau, loin des caméras. Une équipe isole les chauffeurs, une autre sécurise les abords, des techniciens commencent l'inventaire sous pression de temps.
Un agent de terrain, en fouillant un lot de sacs d'aide, trouve une double couture irrégulière. Il coupe et tombe sur un compartiment durci. Ce n'est pas une arme isolée, c'est un mode opératoire répété conçu pour que chaque sac devienne un camouflage standardisé. Cette découverte entraîne un protocole: photographier, sceller, comparer, transmettre. En quelques heures, le soupçon devient un dossier. L'impact précoce est institutionnel. Des services longtemps cloisonnés coopèrent enfin en temps réel. Mais cette efficacité nouvelle révèle aussi l'inquiétant: des failles dans la surveillance frontalière et l'ombre de complicité locale que l'enquête devra identifier. Pour Ibrahim Traoré, ces signaux confirment une chose: l'affaire dépasse l'interception elle-même, parce qu'elle dévoile autant la menace que les vulnérabilités internes. Et si ce signal avait été ignoré? Une seule nuit peut changer un pays. Tout commence par une activation brutale dans une nuit qui ne laisse pas de place au doute. Le 16 août 2025, près des Canaries, les forces burkinabées stoppent 57 camions dont la progression était déjà une anomalie. Vitesse irrégulière, phares éteints, silence radio. L'ordre tombe en quelques mots, sans emphase: sécuriser la zone, isoler les chauffeurs, empêcher toute fuite d'informations. Les gestes sont mécaniques, presque froids. On balise le périmètre, on contrôle les papiers, on ouvre les premiers chargements. Et l'instant d'après, l'opération change de nature. Sous les sacs d'aide humanitaire, la cargaison dévoile un arsenal complet. La scène bascule de la routine au vertige. Le rythme s'accélère et la montée en puissance devient visible. Les premières heures sont consacrées à la preuve: compter, photographier, sceller, classer. Chaque caisse devient une unité de vérité. Chaque série altérée devient une question. Les communications remontent vers Ouagadougou par des canaux cryptés, avec une contrainte simple: aller vite sans alerter l'écosystème du réseau. Car l'urgence n'est pas seulement de saisir. L'urgence est d'éviter l'effet domino, celui qui permettrait aux logisticiens de se replier, aux financiers de couper les flux, aux intermédiaires de disparaître. À ce stade, la bataille se joue sur le temps. Puis vient le moment, à Saranda, où l'affaire sort du registre criminel pour entrer dans le registre stratégique. Les inventaires détaillés révèlent l'ampleur sidérante de l'arsenal: dizaines de milliers de fusils d'assaut, millions de cartouches, missiles antiaériens, explosifs, équipements de communication militaire. La première estimation financière, proche de 700 millions de dollars, agit comme un électrochoc institutionnel. Un tel volume ne ressemble pas à une opportunité, il ressemble à une capacité de guerre. C'est le moment où l'hypothèse d'une contrebande opportuniste s'effondre, remplacée par la lecture d'un dispositif conçu pour durer. Ibrahim Traoré convoque alors le Conseil national de sécurité. Autour de la table, la question n'est plus: que contient le convoi, mais qu'allait-il produire? Le dossier change de statut. D'une opération frontalière, il devient une affaire nationale. Sous cette pression, l'enquête s'élargit et se dédouble. Une cellule trace l'argent, une autre cartographie la logistique, une troisième mène les interrogatoires des ciblés. Les routes empruntées sont comparées à d'autres flux suspects observés les mois précédents. Les chauffeurs arrêtés deviennent des points d'entrée, et chaque réponse ouvre une branche. Puis survient un tournant, moins spectaculaire mais plus dangereux. Un suspect brise le silence et s'évoque l'existence d'entrepôts secrets à Ouagadougou, prêts à recevoir la cargaison. L'affaire ne concerne plus seulement ce qui a été stoppé, mais ce qui attendait déjà à l'intérieur du pays. La résonance se déclenche au 5e jour. À l'aube, les forces spéciales lancent une série de perquisitions simultanées dans la capitale. En quelques heures, plusieurs caches sont découvertes, contenant des armes supplémentaires et des équipements de communication. Des documents saisis évoquent des sociétés écrans, des relais diplomatiques, des noms influents,
des contacts extérieurs. Les démentis commencent, mais ils arrivent trop tard pour effacer l'impression centrale. La mécanique était prête. C'est alors qu'Ibrahim Traoré assume un choix stratégique: rendre visibles les preuves, fixer le cadre narratif, empêcher que l'opération ne soit réduite à une rumeur ou à une manipulation. Cette décision transforme l'enquête en signal. Ce qui devait rester dans l'ombre devient un message envoyé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Burkina Faso refuse l'opacité imposée. Et dans cette séquence, une vérité simple se dessine. Chaque étape, de l'activation initiale à la résonance publique, a réduit la marge de manœuvre des acteurs hostiles. Sans cette succession rapide de décisions, le basculement aurait pu être irréversible. Au départ, les enquêteurs ne disposent que d'un point de départ: 57 camions stoppés, un arsenal visible et des indices fragmentaires. Puis, en quelques jours, l'analyse révèle un dispositif bien plus vaste, structuré et durable. Cette transition de ce qui est saisi à ce qui est compris repose sur une logique médico-légale: mesurer, comparer, relier, puis seulement conclure. Et dans cette mécanique, les chiffres ne servent pas à impressionner, ils servent à changer de catégorie d'analyse. Ce que l'on mesure d'abord, c'est l'échelle humaine et militaire de la cargaison. 25 000 fusils d'assaut de type AK-47, c'est l'équipement complet de plusieurs unités, pas celui d'une milice improvisée. Pris isolément, ce nombre est déjà une alerte stratégique. Il ne décrit pas une réserve destinée à quelques attaques sporadiques. Il décrit une capacité de déploiement prolongée, pensée pour occuper le terrain, tenir des positions, créer une pression continue. L'ampleur implique des achats planifiés, des circuits de stockage, des relais capables de réceptionner, distribuer, entretenir. Autrement dit, ce volume ne ressemble pas à une cargaison opportuniste. Il ressemble à une infrastructure de guerre. Ensuite, la munition révèle l'intention de continuité. 13 millions de cartouches indiquent une violence conçue pour durer longtemps. Les armes peuvent être exhibées, revendues, recyclées. Les cartouches, elles, racontent une cadence. Ce volume dépasse les besoins d'une démonstration ou d'un choc bref. Il suppose des flux financiers continus, des points de rupture évités, une chaîne d'approvisionnement sécurisée. Plus encore, il révèle une stratégie: installer la permanence de l'affrontement, non l'éclair d'une crise. C'est là que la lecture bascule. La question n'est plus qui voulait frapper, mais qui voulait tenir. Puis l'estimation globale impose la dernière bascule d'échelle. Près de 700 millions de dollars placent l'opération parmi les plus coûteuses de la région. Cette estimation interdit l'hypothèse d'un réseau local isolé parce qu'elle implique des acteurs capables d'engager des ressources considérables sans visibilité publique. Un budget de cette taille suppose des financements distribués, des sociétés écrans, des fondations fictives, des comptes dissimulés et une discipline comptable paradoxale: dépenser beaucoup tout en fragmentant les traces. C'est précisément ce que les analystes identifient: non pas une dépense unique, mais une architecture triangulaire, où les transferts sont fractionnés, réguliers et synchronisés. À partir de ces mesures, la méthode devient centrale. Les numéros de série, parfois volontairement altérés, sont restaurés puis comparés à des bases utilisées dans d'autres conflits. Les résultats indiquent une stratification géographique cohérente. Des stocks issus de zones de guerre actives, reconditionnés après usage, réinjectés via des hubs intermédiaires, puis redirigés vers le Sahel sous couverture humanitaire. Ce schéma exige non seulement de l'argent, mais des complicités multiples: logisticiens, intermédiaires commerciaux, relais documentaires et protection tacite. L'effet le plus décisif n'est pas
La preuve de l'arsenal, mais la preuve de la coordination. Les routes empruntées, comparées à d'autres flux suspects observés sur plusieurs mois, dessinent des motifs répétitifs. Même corridor, même segment d'ombre, même zone de bascule. La fragmentation sert à échapper au contrôle, mais la régularité trahit une stratégie. Et c'est ici que la décision d'Ibrahim Traoré de rendre public certains chiffres clés joue un rôle précis: transformer des signaux techniques en barrières politiques en empêchant la dilution du dossier dans la rumeur. La transparence n'est pas un décor, c'est une contrainte imposée au réseau. À la fin de cette phase, la comparaison entre ce qui était visible au départ et ce que révèle l'analyse impose une conclusion sobre. Si l'interception n'avait pas eu lieu, la capacité de nuisance aurait été sans commune mesure avec ce que le public pouvait imaginer en voyant seulement les camions arrêtés. Deux critiques reviennent souvent, et chacune mérite d'être formulée avec rigueur avant d'être discutée. Parce qu'une enquête crédible ne se renforce pas en évitant les objections, elle se renforce en les traversant. Certains soutiennent que l'opération pourrait relever d'une mise en scène politique destinée à consolider le pouvoir en place. Selon cette lecture, la circulation d'armes dans le Sahel est ancienne, diffuse et presque banalisée. Des matériels provenant de Libye, du Yémen ou d'Europe de l'Est peuvent en apparaître dans plusieurs théâtres sans qu'il y ait nécessairement un plan unique. Dans ce cadre, l'interception des camions aurait pu être amplifiée pour détourner l'attention des difficultés économiques internes et produire un récit mobilisateur. La transparence affichée deviendrait alors une stratégie de communication plus qu'un outil de sécurité. D'autres s'avancent que la fragmentation des cargaisons affaiblit l'idée d'un projet centralisé. Les réseaux de contrebande, rappellent-ils, fonctionnent souvent par lots hétérogènes, par alliances temporaires et par initiatives locales sans direction unique. Dans cette perspective, voir converger des armes diverses vers une même zone ne prouverait pas une orchestration, mais une opportunité logistique, un corridor plus perméable, un moment favorable, une série de complicités dispersées. La prudence méthodologique invite à exiger des preuves additionnelles avant de conclure à un projet structuré. Ces deux positions ont une valeur. Elles empêchent la conclusion automatique, mais l'examen des éléments établis en limite la portée. D'abord, les données balistiques indiquent que plusieurs armes interceptées ont été reconditionnées après usage dans d'autres conflits. Ce détail compte, il suggère un passage par des circuits organisés, capables de recycler, standardiser et redistribuer. Ensuite, les documents et communications saisis évoquent des liaisons répétées entre intermédiaires financiers, logisticiens et relais extérieurs. La répétition en matière clandestine est rarement un hasard. Elle dessine une coordination. La fragmentation elle-même se heurte à une contradiction interne. Oui, les flux sont fractionnés pour échapper au contrôle, mais ils sont aussi réguliers et synchronisés, ce qui correspond à une stratégie délibérée plutôt qu'à une somme d'opportunités. La fragmentation devient alors une technique de dissimulation au service d'un plan, pas la preuve de son absence. Enfin, la décision d'Ibrahim Traoré de rendre publiques certaines preuves change la nature du débat. Elle expose des éléments vérifiables et force les critiques à se mesurer à des traces concrètes plutôt qu'à des impressions. La confrontation ne fragilise donc pas le dossier, elle le teste, et c'est précisément ce test qui fait émerger la cohérence de l'ensemble. Au septième jour, le dossier change de nature. Ibrahim Traoré apparaît devant la presse avec un ensemble de documents que peu attendaient si tôt. Jusqu'ici, l'enquête parlait surtout d'armes, de routes, de financement et de cash. Cette fois, elle parle d'institutions. Parmi les pièces dévoilées, un élément frappe par sa simplicité glaciale. Une liste complète d'un gouvernement fictif déjà rédigé, prêt à être activé.
Ce détail administratif, en apparence banal, agit comme un révélateur décisif. La mécanique n'était pas seulement conçue pour semer le chaos, mais pour remplacer l'État avec un pouvoir alternatif préécrit. Dans la salle, le choc est immédiat. Les journalistes découvrent une série de noms liés à des réseaux économiques, commerciaux et diplomatiques extérieurs. Certaines parties citées nient aussitôt, mais l'essentiel est ailleurs. L'intention devient visible. Pour l'opinion publique, la menace cesse d'être abstraite. Elle prend la forme d'une architecture de prise de contrôle, planifiée au-delà du territoire. Ce révélateur change la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir si des violences étaient possibles, mais de comprendre ce qu'elles auraient produit si le plan avait franchi son seuil critique. Les effets de l'affaire se déploient d'abord au niveau de l'État, et ils le font vite. La saisie des camions, puis la publication des preuves, imposent une réorganisation immédiate des priorités sécuritaires. Les frontières sont renforcées, les unités redéployées, et des circuits de coordination plus rapides remplacent des cloisonnements anciens. Cette dynamique réduit les angles morts et permet de neutraliser des filières dormantes avant qu'elles ne se recomposent. Mais elle révèle aussi des fragilités, des failles dans la surveillance, des complicités possibles et la nécessité de reconstruire une chaîne de confiance institutionnelle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transparence devient ici un outil de cohésion interne autant qu'un signal politique. Elle oblige l'appareil d'État à se regarder sans détour, puis à se corriger sous pression. Pour les entreprises, l'impact est plus ambivalent parce qu'il combine choc et réajustement. À court terme, l'exposition publique du dossier crée de l'incertitude, tension sur les échanges, inquiétude logistique, prudence bancaire et ralentissement de certaines décisions d'investissement. La monnaie subit une instabilité temporaire et les acteurs économiques, surtout ceux dépendant de corridors régionaux, cherchent à évaluer le risque de fermeture ou de contrôle renforcé. Pourtant, cette phase peut être suivie d'un réalignement. De nouveaux partenaires proposent des coopérations alternatives, notamment dans la sécurité, l'industrie et la logistique. L'économie n'échappe pas aux secousses, mais elle découvre des marges de diversification qui n'étaient pas exploitées auparavant, parce que la crise oblige à revoir les dépendances et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Pour les citoyens, l'effet est moins visible dans les statistiques immédiates, mais plus profond dans la perception. Dans les villes comme dans les zones rurales, l'affaire est interprétée comme la preuve qu'une guerre a été évitée de justesse. Les discussions s'installent dans les écoles, les marchés, les radios communautaires et jusque dans les familles. L'insécurité n'est plus un bruit lointain, elle apparaît comme un projet matérialisé, stoppé à temps. Cette prise de conscience nourrit un sentiment de vigilance collective. Elle renforce aussi une attente que les preuves soient suivies d'actes, que les complicités soient traitées et que la justice ne se contente pas d'un récit, mais produise des décisions. Enfin, à l'échelle régionale, l'effet de propagation est immédiat. Les pays voisins renforcent la surveillance de leurs corridors commerciaux et échangent davantage d'informations. Plusieurs réseaux de contrebande sont fragilisés grâce aux données partagées, et le cas devient un précédent cité dans des instances africaines. Il reconfigure les équilibres diplomatiques. Certains partenaires saluent l'interception, d'autres s'inquiètent de la ligne de souveraineté affichée, et des lignes de fracture apparaissent entre modèles de sécurité concurrents. Ibrahim Traoré transforme ainsi un événement national en signal régional. L'opacité des circuits n'est plus garantie et la coopération devient une condition de survie politique. Pris ensemble, ces quatre niveaux montrent que l'affaire dépasse largement l'interception initiale. La question n'est plus seulement ce qui a été évité, mais ce qui peut être construit pour que le pays n'ait plus à frôler un basculement similaire. Trois trajectoires se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne donnent
pas de probabilité. Elles offrent des cadres de lecture pour observer comment une crise évitée peut devenir soit une consolidation, soit une rupture, soit une spirale. Le point commun dans les trois cas est simple. La suite dépend moins des discours que de la qualité des enchaînements décisionnels et de leur capacité à produire des résultats visibles. Dans un scénario de base, l'État stabilise ses procédures, transforme les données saisies en chaînes de preuves exploitables et avance à un rythme maîtrisé. Les frontières restent sous contrôle renforcé, mais la pression opérationnelle se normalise. Les enquêtes se poursuivent sans basculer dans une purge aveugle afin de préserver la cohésion institutionnelle. Dans ce cadre, le pays traverse une période de vigilance intense, avec une économie qui s'ajuste sans se métamorphoser. Le bénéfice est la stabilité progressive. Le risque est l'usure si la mobilisation retombe avant d'avoir corrigé les failles révélées. Dans un scénario plus favorable, la crise devient un levier. Les autorités convertissent l'élan sécuritaire en projets tangibles, notamment dans l'éducation, la santé et la modernisation administrative. Les partenariats régionaux se renforcent et produisent des mécanismes communs de surveillance, de partage d'informations et de réponse rapide. La transparence s'institutionnalise. Des bulletins réguliers, des indicateurs publics, une traçabilité plus claire des décisions. Ibrahim Traoré, dans ce scénario, ne capitalise pas seulement sur l'événement, il le transforme en méthode. Le gain majeur serait une cohésion durable fondée sur la preuve et sur la capacité à agir. Dans un scénario sombre, les réactions extérieures se durcissent. Sanctions, campagnes de désinformation, tensions diplomatiques. L'économie subit de nouvelles secousses et la société, sous fatigue, devient plus vulnérable aux récits concurrents. De nouveaux réseaux tentent d'exploiter des failles restantes via d'autres itinéraires, d'autres acteurs, d'autres couvertures. Dans ce cadre, la crise évitée ne disparaît pas, elle se déplace. Le pays résiste, mais au prix d'une polarisation accrue. Une recommandation de lecture s'impose. Observez moins les déclarations que les séquences. Qui décide, dans quel ordre, avec quels indicateurs et avec quelle capacité à corriger? C'est là que se cache la réponse à la question suspendue depuis le début. Comment transformer une interception en stabilité durable, sans perdre l'élan créé par la crise? Au-delà des institutions et des scénarios, l'affaire touche des vies ordinaires, et c'est là qu'elle prend sa profondeur. Pour une famille urbaine, l'interception des camions n'est pas seulement un fait d'actualité, c'est la matérialisation d'un risque qui aurait pu entrer dans la rue, dans l'école, dans le marché. L'idée qu'une violence coordonnée ait été préparée, puis stoppée, transforme la perception du quotidien. On comprend soudain que la sécurité n'est pas un décor, mais un équilibre fragile, maintenu par des décisions prises loin des regards. Pour les jeunes, l'épisode agit comme un déclencheur symbolique. Dans les lycées et les universités, il nourrit des débats sur l'autonomie, la souveraineté et la place des générations futures. Et ces discussions ne restent pas théoriques. Elles se traduisent parfois par des gestes simples mais concrets. Des radios communautaires consacrent des émissions à la compréhension des manipulations. Des cercles de discussion apprennent à distinguer l'information de la rumeur. Des projets éducatifs expliquent comment un corridor logistique peut devenir une arme politique. Ces initiatives n'éteignent pas la menace, mais elles réduisent la vulnérabilité mentale d'une société face aux récits toxiques. Pour les anciens militaires et les combattants, l'impact est différent. Beaucoup y lisent une réparation morale après des années d'influences contradictoires et de fragilité structurelle. Voir une opération assumée, documentée, puis rendue publique, restaure l'idée qu'un État peut défendre son territoire sans céder automatiquement aux pressions extérieures. Ce sentiment compte parce qu'il touche au cœur de la cohésion nationale, la confiance. Enfin, pour les communautés rurales, souvent éloignées des centres de décision,
L'affaire rappelle que la stabilité dépend aussi de gestes quotidiens: surveiller un axe, signaler un mouvement suspect, soutenir une unité locale, refuser de banaliser l'inquiétant. La souveraineté, ici, n'est pas une formule, c'est une discipline partagée. Pour transformer une victoire opérationnelle en stabilité durable, les autorités structurent une feuille de route en étapes lisibles avec une logique constante, qui agit quand et comment mesurer. L'objectif n'est pas de produire un discours, mais de verrouiller des mécanismes qui empêchent la répétition du même scénario sous une autre forme. D'abord, il faut sécuriser les frontières. L'armée coordonne des unités mobiles et des points de contrôle renforcés, tandis que les douanes appliquent des inspections ciblées sur les corridors identifiés. Les communautés locales participent par le signalement rapide des mouvements anormaux. Le suivi se mesure par la baisse des infiltrations détectées et la réduction du temps de traitement des alertes. Ensuite vient la gestion du matériel saisi. Un inventaire public est établi, avec scellé, numérotation et traçabilité. Une partie du matériel est détruite sous supervision. Une autre sert à moderniser les capacités nationales de sécurité selon des procédures documentées. La cohérence entre inventaire, destruction certifiée et affectation vérifiable devient l'indicateur central. Puis, il faut remonter les flux financiers. Les fonds récupérés sont centralisés, puis réaffectés à des priorités civiles, notamment l'éducation et la santé, afin d'ancrer la crise dans un bénéfice visible. La régularité des audits, la publication des mouvements et la clarté des affectations permettent d'évaluer la crédibilité de cette étape. Dans le même mouvement, la coopération régionale doit être consolidée. Partage d'informations, opérations conjointes, mécanismes communs de surveillance. L'enjeu est de réduire les zones grises où les réseaux se recomposent. La continuité des échanges et les réponses synchronisées deviennent des marqueurs de solidité. Enfin, la communication publique doit rester stable et rapide. Informer avant que la rumeur ne s'installe devient une règle. Ibrahim Traoré insiste sur cette discipline. Transparence rapide, preuves vérifiables et messages cohérents pour éviter la fragmentation du récit. La confiance publique, la réduction des fausses informations et le maintien d'un cadre commun en sont les mesures. Un an après l'interception, le fil discret qui relie toute l'affaire revient là où tout a commencé: une patrouille nocturne, des phares éteints et l'intuition du capitaine Moussa Kaboré. Ce geste initial, presque banal, est devenu un point d'ancrage dans la mémoire collective parce qu'il rappelle une vérité que les crises rendent visible. Une décision minuscule peut empêcher un basculement immense. Autour de cette scène fondatrice, un sens partagé s'est construit. Dans certaines écoles, l'image des armes détruites circule comme un symbole de transformation. Chez des anciens combattants, l'épisode résonne comme une réparation morale. Pour des jeunes, il agit comme un rappel. La souveraineté n'est pas un mot, c'est une discipline. Chacun, à sa manière, retient moins l'arsenal que le moment où le pays a choisi de ne pas détourner le regard. Ibrahim Traoré revient souvent sur ce point, non pour magnifier l'événement, mais pour fixer une méthode, rendre les preuves visibles, puis s'obliger à agir. La phrase qui reste, celle qui traverse les conversations, est simple et dure: la lucidité vaut mieux que la résignation. Aujourd'hui, le récit dépasse les frontières du Burkina Faso et résonne auprès de celles et ceux qui observent les dynamiques du continent. Il ne s'agit pas d'un appel à l'affrontement, mais d'un rappel. Un pays peut défendre sa souveraineté par des actes concrets, par des preuves rendues publiques et par une capacité à transformer un danger en méthode. Les alliances recomposées, les réseaux fragilisés et la vigilance renforcée dessinent un chapitre où l'autonomie se construit moins par des slogans que par des décisions répétées, vérifiables. Ce message ne concerne pas uniquement les spécialistes ou les diplomates.
Il touche chaque citoyen qui se demande comment une société peut résister à la manipulation, à la fatigue et à la peur. La leçon n'est pas de croire aveuglément, elle est d'apprendre à regarder les enchaînements, à exiger des indicateurs et à refuser la banalisation de l'opaque. Dans cette logique, l'histoire n'est pas terminée. Elle continue dans la manière dont l'État, les entreprises et les citoyens entretiennent la cohésion créée par la crise. La question finale reste ouverte et elle s'adresse aussi à vous. Qu'allez-vous faire là où vous êtes pour que la lucidité collective ne retombe pas?